Merci d'être présent avec nous. Alors, on va commencer par l'émargement et donc l'appel, comme d'habitude. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur votre bouton pour qu'on vous entende bien sur la vidéo. Jacky Desserre. Présent. Présent. Laurence Hutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel est absente et a donné pouvoir à Madame Hutereau. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mahmoud Benkachou. Je ne l'ai pas vu. Il est absent, par contre, il m'a demandé si je pouvais pas pouvoir, je lui ai dit d'envoyer à la mairie. Je sais pas s'il est fait. Mais non, j'ai rien. On l'a pas reçu. Bon. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean Nicolaï est absent et a donné pouvoir à Mme Latouche. William Derouet. Présent. Gratier Lagan est absente et a donné pouvoir à M. Derouet. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Mme Liénard. Anaïs Serrin. Présente. Jean Le Gallet est absent et a donné pouvoir à M. Néron. Philippe Legrand. Présent. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à M. Champy. Michel Néron. Pascal Renoux. Oui. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Jean-Marc Forestier. Est-ce qu'il n'a pas donné de pouvoir? Ok. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Nous avons besoin d'un ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier ou la dernière? C'était William qui était volontaire. Donc il nous faut une volontaire désignée, Monsieur Derouet. Et donc nous allons avoir une volontaire désignée aussi comme femme pour être secrétaire. Madame Petit est volontaire. Merci beaucoup, Madame Petit. En fait, il ne faut pas me regarder quand je fais le tour comme ça. Voilà. Donc, juste pour l'ordre du jour, donc on va passer à l'ordre du jour et ensuite on fera le point sur le PV. Donc sur l'ordre du jour, nous avons en affaires générales l'installation d'un conseiller municipal suite à une démission, élection des représentants au conseil d'administration du CCAS, désignation des représentants au sein du CPIE et création d'un conseil des sages. En affaires financières, nous avons des modifications de tarifs communaux, des subventions 2023 à l'OGEC de l'école Sainte-Anne, les locaux professionnels, la détermination du tarif de location, constitution d'un groupement de commandes pour le contrôle, et le contrôle de la solidité et la stabilité des équipements sportifs. En ressources humaines, nous avons un contrat d'assurance statutaire, une rémunération des agents recenseurs. En urbanisme, nous avons une acquisition rue de l'Image, la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce, de l'artisanat et du droit de préemption. Et enfin, les informations diverses. Pas de questions particulières sur l'ordre du jour. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le PV du 12 décembre 2022, avez-vous des questions ou des modifications? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors donc, on va passer au premier point, les affaires générales. Donc, l'installation d'un conseiller municipal. Donc, je vous donne lecture, si je le trouve. Mais je vais le trouver. Non, c'est pas là. Affaires financières, c'est pas là. Urbanisme non plus. Ressources humaines non plus, donc je l'ai pas. Non, la lettre de démission de Rosemary, puisque je dois la donner lecture. Bon. Oui, je vais la trouver. Marrant. J'espère. Non, il dit pas. Bon, on la trouve pas, c'est magnifique. Alors, en tout cas, Madame Rosemary Ledru nous a fait une lettre de démission, nous annonçant qu'elle souhaitait démissionner de son poste de conseillère municipale pour des raisons personnelles. Nous avons donc accepté cette démission, même si je la regrette profondément. Nous avons donc demandé à Madame Françoise Mériot, qui était la suivante sur notre liste, de prendre le poste de conseillère municipale, et elle a décliné
pour des raisons personnelles. Donc nous avons continué la liste et donc nous avons proposé à monsieur Philippe Legrand de devenir conseiller municipal, ce qu'il a accepté et c'est pour ça qu'il est là ce soir. Et donc nous devons procéder à son installation. Donc il va être inscrit sur le tableau du conseil municipal. Il est nommé dans les commissions municipales. D'ailleurs, vous avez un exemplaire du tableau des membres des commissions municipales qui a été mis à jour et qui vous a été remis. Donc pour lister... C'est la compte rendu. Pour lister donc la participation, donc monsieur Legrand fera partie de la commission urbanisme, voirie, assainissement. Il fera ensuite partie de la commission administration générale et finances et fera partie aussi de la commission santé et solidarité. Voilà, donc bienvenue Philippe au sein du conseil municipal. Oui, alors je dois vous lire quand même la lettre de Madame Ledru. Donc Madame le maire, je vous prie de bien vouloir prendre note à compter de ce jour de ma démission du conseil municipal pour les motifs suivants. N'ayant plus les compétences requises ni les motivations pour assurer les missions qui me sont confiées. Intégration compliquée au sein d'une équipe jeune. Je vous souhaite une bonne continuation pour la fin de votre mandat dans une ambiance plus sereine. Je vous prie de croire, Madame le maire, à l'expression de mes sentiments distingués. Voilà. Donc, Madame Ledru a demandé aussi lors de cette démission de rester membre du CCAS. Donc, elle ne peut pas rester membre du CCAS en tant qu'élue, puisqu'elle n'est plus élue. Mais elle va, vous savez qu'elle fait partie de la Banque alimentaire, et donc elle va voir avec monsieur Émile Guillon, qui représente la Banque alimentaire au CCAS, pour lui laisser sa place, pour qu'elle puisse être avec nous dans la continuité du CCAS, puisque ça lui tient à cœur, et je sais qu'elle y travaille depuis longtemps, donc c'est tout à fait normal qu'elle reste parmi nous. Voilà. Oui, monsieur Frison. J'ai personnellement plaisir à retrouver Philippe, puisqu'on était élu dans la mandature précédente. Cependant, je tiens à saluer l'action de Rosemary au sein de la municipalité. Personne discrète, une taiseuse, comme on dit, mais aussi une faiseuse, très engagée dans l'action, notamment au CCAS et particulièrement à la Banque alimentaire. Je tenais à lui rendre hommage. Merci, monsieur Frison. En effet, vous m'avez enlevé beaucoup de mots de la bouche, mais je vais en rajouter. Rosemary est une personne qui a fait partie de la première liste qui était avec nous en tant qu'élue dès 2014, qui s'est beaucoup impliquée en social, mais aussi auprès des personnes âgées, qui s'est beaucoup impliquée aussi auprès d'organismes extérieurs, qui nous a beaucoup aidés, qui s'est réengagée à mes côtés en 2020. Et c'est une perte, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour la commune et dont nous sommes très reconnaissants. Et je pense que nous la mettrons à l'honneur à un moment donné ou à un autre, pas ce soir puisque nous installons Philippe, mais à un autre moment. En tout cas, c'est toujours une perte pour nous de perdre un élément de valeur comme Rosemary, d'autant qu'elle a beaucoup donné et que c'était quand même son deuxième mandat. Voilà. Mais en même temps, nous pouvons comprendre aussi que pour différentes raisons personnelles, elle souhaite aujourd'hui profiter aussi de son temps de retraite. Donc voilà, on est déçus et triste que Rosemary nous quitte, mais nous sommes aussi heureux d'accueillir Philippe Legrand aujourd'hui dans notre conseil municipal. Voilà. Je vous propose de passer donc au point suivant qui est en lien de toute manière avec la démission de Rosemary, puisque c'est l'élection des représentants au conseil d'administration du CCAS. Comme vous le savez, c'est un vote. Rosemary avait été élue pour être membre du CCAS. Et donc, on vous propose aujourd'hui, en remplacement de Madame Rosemary Ledru, Monsieur Philippe Legrand. Et donc, je vous ai aussi précisé qu'elle sera nommée par arrêté, Rosemary, par contre membre aussi du conseil d'administration, mais au titre de l'association La Banque alimentaire. Voilà. Les 7 autres membres nommés par arrêté du maire en date du 30 juillet 2020 sont inchangés. Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous devons aussi désigner des représentants au sein du CPIE Vallée de la Loire et du Loir. Et donc, Rosemary Ledru était suppléante, en fait, de M. Jackie Desserre au CPIE. Je me propose pour être suppléante, mais je peux aussi avoir d'autres candidats qui puissent être suppléants de M. Jackie Desserre. Donc, j'ouvre ce soir à d'autres candidats, s'ils le souhaitent, pour se mettre suppléant du CPIE. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bon, d'accord.
Eh bien, écoutez, je vous propose du coup de passer aux voix. Donc, je ne serai que suppléante, le titulaire restant Monsieur De Serres. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons le point sur la création du Conseil des sages. Ce serait bien que Céline prenne la parole. Céline, est-ce que tu veux intervenir sur le Conseil des sages? Je te laisse le micro. Alors, donc, création d'un Conseil des sages. Donc, l'équipe municipale, attachée au principe de participation des habitants de vie de la commune, entend mener, conformément à son projet municipal, donc une politique de citoyenneté active, de dialogue et d'échange avec l'ensemble des habitants de la commune. Dans cet esprit et conformément à la possibilité qu'elle donne le CGCT, article L. 2143-2, comité consultatif, l'équipe municipale envisage la création d'une instance consultative nommée Conseil des sages, conforme au concept et à la méthodologie définie par la Fédération française des villes et Conseil des sages, FVCS, qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis plus de 25 ans et que notre commune est appelée à rejoindre pour bénéficier du droit d'usage des outils de cette fédération et de son appui. Le Conseil des sages de la commune nouvelle de Le Lude sera une instance de réflexion et de proposition ouverte aux Ludois seniors, qui pourra conseiller le maire et le conseil municipal sur l'ensemble des sujets intéressant notre commune. De sa propre initiative ou à la demande du maire, ses membres, au nombre de 12, mèneront une réflexion collective, non partisane, soucieuse de l'intérêt général. Toute personne senior et dégagée de tout engagement professionnel est disposée à accorder du temps à la réflexion collective, pourra déposer sa candidature. À savoir qu'il ne peut s'agir du membre du conseil municipal en dehors du maire et de ses représentants qui sont membres de droit. Une fois la mise en place de cette instance formellement décidée par le conseil municipal et selon les modalités proposées par la commission santé et solidarité et que la FVCS laisse à notre appréciation, la composition du conseil des sages sera soumise à une délibération du conseil municipal sur proposition du maire. Les conseillers sages seront tenus à la discrétion sur les sujets relevant de leurs travaux. Un règlement intérieur sera établi en conformité avec les valeurs de la charte de la FVCS, donc Fédération française des villes et Conseil des sages. Il est proposé au conseil municipal donc de décider d'adhérer à la Fédération française des villes et Conseil des sages pour un montant de cotisation pour l'année 2021 établi à 370 €, de décider la création d'un Conseil des sages et d'autoriser Madame le maire à donner suite à cette décision, en particulier mettre œuvre un appel à candidature et signer tout document se reportant de cette décision. Merci Céline. Donc en fait, c'est une volonté municipale depuis quelques années. Nous avons, je rappelle, un conseil municipal. Nous sommes réunis ce soir. Nous sommes tous adultes et grands et majeurs, c'est ça que je voulais dire. Nous avons un conseil municipal jeune qui aujourd'hui est actif aussi sur notre commune et il nous paraissait important d'avoir un conseil des sages qui nous permet aussi d'avoir des personnes plus âgées qui ont envie de s'investir, qui ont des idées et qui peuvent nous aider aussi à développer des projets adaptés aux personnes plus âgées. Voilà. Donc c'était important pour nous de le mettre en route. Donc nous avons beaucoup travaillé pour chercher à construire un conseil des sages qui soit réglementaire, puisque c'est réglementaire ce conseil des sages. Et donc on vous propose aujourd'hui d'accepter d'adhérer à la Fédération française des conseils des sages pour nous aider, d'accepter de créer ce conseil des sages et de mettre en œuvre et de m'autoriser en tout cas à mettre en œuvre un appel à candidature, hein, puisque ce n'est pas le Conseil des sages, ce n'est pas une nomination, hein, c'est un appel à candidature. Alors, parmi le conseil municipal, nous avons plein de sages, mais vous ne pourrez pas en faire partie. Voilà. C'est bien des personnes qui sont extérieures au conseil municipal, qui font partie de la population de la commune nouvelle du Lude, qu'ils soient lycéens ou ludois.
et qui peuvent se proposer suite à cet appel à candidature. On vous fera un bilan évidemment du nombre de candidatures et on vous fera un point après cette autorisation. Avez-vous des questions sur ce point? Non, pas de questions. Je vous propose de le passer aux voix du coup. Le micro s'il vous plaît. Ils sont combien dans un conseil? 12 normalement. Ah, quand même. Oui, quand même, ils sont 12 membres du Conseil des sages. Il peut y en avoir moins, ça dépend de l'appel à candidature, mais il ne peut pas y en avoir plus. Donc si on a plus de candidatures, eh bien, nous mettrons sans doute en place, avec la commission Santé Solidarité, un petit point d'analyse. Voilà. C'est un engagement sur combien de temps? Normalement, c'est l'équivalent d'un mandat municipal. Donc là, comme on le crée en milieu de mandat, donc ce Conseil des sages sera existant jusqu'à la fin de notre mandat. Et ensuite, au prochain mandat, soit la nouvelle mandature décide de garder le Conseil des sages ou pas. Et si c'est le cas, en fait, refait un appel à candidature pour le mandat. Et la cotisation, c'est renouvelé chaque année de 370 €? Tout à fait, c'est une cotisation annuelle. C'est pour un soutien juridique, etc., administratif. Mais après, est-ce qu'on participera à cette cotisation tous les ans? On se posera la question une fois que le Conseil des sages tournera et fonctionnera bien. Voilà. Bien, je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je lance donc ce soir, puisqu'on a la vidéo, je lance l'appel à candidature à tous les sages de la ville qui souhaitent nous rejoindre sur le Conseil des sages. Son rôle, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est de réfléchir aussi à nos actions, de proposer des nouvelles actions et d'adapter peut-être nos actions aux personnes plus âgées et d'apporter toutes leurs compétences et leur expérience pour le conseil municipal. Voilà, donc j'appelle les personnes qui sont intéressées à déposer un courrier à l'accueil de la mairie pour proposer leur candidature. Donc le point suivant est un point concernant les affaires financières, c'est des modifications de tarifs communaux en 2023. Nous devons modifier 2 tarifs communaux qui ont été votés pourtant à la séance du 12 décembre 2022. C'est le cas du tarif du cinéma, puisque le tarif des séances scolaires est négocié au niveau national chaque année. Et donc, ce n'est pas la commune qui donne ce tarif, c'est bien le groupement national. Et pour l'année scolaire N+1, il sera donc renégocié pour l'année scolaire prochaine, évidemment. Mais pour cette année, il sera de 2,50 € en tarif scolaire, collège et primaire. Pour le tarif bibliothèque, c'est harmonisé avec la ludothèque à côté. C'est dans les mêmes bâtiments, donc c'est plutôt normal qu'ils aient le même tarif. Et donc, on vous propose un abonnement individuel à 6,50 €. Avez-vous des questions sur ce point? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons un autre point financier, c'est la subvention 2023 à l'OGEC de l'école Sainte-Anne, comme tous les ans. Donc, nous considérons le nombre d'élèves ludois à l'école Sainte-Anne à la rentrée septembre 2022 qui est arrêté à 51. Vu la convention signée avec l'OGEC en date du 23 février 2021, le montant de la subvention 2023 s'élève à 41 009,98, dont 30% seront versés en février 2023. Voilà, donc avez-vous des questions sur ce point? Est-ce que c'est plus que l'année dernière ou pas, au niveau de nombre des élèves? Non, il y a 5 élèves de moins que l'année dernière. Donc la subvention étant à l'élève, la subvention est inférieure. Voilà. Pas d'autres questions? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention, Monsieur Frison. Merci. Ensuite, nous passons donc aux locaux professionnels. 1 rue du Croissant. Nous devons déterminer les tarifs de location pour les professionnels de santé qui vont arriver dans ces 4 cabinets. Donc, les travaux d'aménagement de ces 4 locaux professionnels sont achevés. Donc, nous avons un premier lot. Alors, quand on appelle lot, c'est un cabinet, d'accord? Un premier lot de 34,04 mètres carrés qui comprend 21,54 mètres carrés de bureaux et 12 mètres 50 carrés de commun. Quand on appelle commun, hein, je vous rappelle, ce sont les toilettes, les sanitaires, la cuisine et la salle d'attente. Un deuxième lot 32,39
un troisième lot à 30,36 et un quatrième lot à 31,94. Et donc, nous devons délibérer sur un tarif de location de ces locaux. Ce n'est pas le même tarif que la location, par exemple, pour un commerce, puisque là, on est sur des locaux professionnels neufs. Donc, je vous sollicite pour votre accord pour proposer un tarif de 7 € hors taxe le mètre carré par mois. Les charges, par contre, relatives aux fluides, aux électricités, seront refacturées en plus aux locataires au réel et au semestre. Voilà. Avez-vous des questions ? À titre d'information, aujourd'hui, le tarif que nous avons voté pour les locaux commerciaux, c'est 4 € du mètre carré dans des locaux rénovés ou en tout cas qui ne sont pas des locaux neufs comme cela. Voilà. Et sachez aussi que ce tarif est inférieur au tarif que les professionnels de santé payaient avant, un petit peu moins élevé. Donc ils sont plutôt contents. Sachez quand même que l'infirmière et l'ostéopathe sont arrivés dans les locaux et sont très heureux d'y être. Donc ils sont déjà arrivés dans les locaux. Pas de questions particulières ? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc 2 baux ont déjà été signés sur les 4. Les 2 autres sont en attente puisque la prochaine arrive au mois de février et celle d'après arrive après son congé maternité. Constitution d'un groupement de commandes pour une prestation de services de contrôle solidité et stabilité des équipements sportifs et des parcours sportifs. Donc, afin de mutualiser les procédures de marché public, nous avons décidé de regrouper ensemble ce marché avec l'intercommunalité. Et donc, on vous propose au vote la délibération où on décide d'adhérer à ce groupement de commandes et d'approuver aussi le projet de convention qu'on vous a fourni. Ce qui nous permettra évidemment d'avoir un groupement de commandes et donc une baisse des tarifs. Voilà. D'autoriser le maire à signer la convention et puis on désigne la communauté de communes en qualité de coordonnateur de ce groupement de commandes. Avez-vous des questions sur ce groupement de commandes? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En ressources humaines, nous avons donc le contrat d'assurance des risques statutaires 2023-2026. Nous vous proposons d'adhérer au contrat groupe de centre de gestion de la Sarthe et ça abroge la délibération du 12 décembre 2022. En fait, il y avait une anomalie sur le modèle de délibération fourni par le centre de gestion de la Sarthe, ça peut arriver, concernant les risques statutaires des agents Ircantec. Il est nécessaire de modifier la délibération du 12 décembre 2022 afin d'intégrer nos contractuels et donc l'assurance Ircantec. Voilà. Donc, on vous a fait la proposition de l'assureur avec le détail. Je ne vais pas tous vous les lire. Simplement, oui, c'est la même que la dernière fois, sauf qu'on intègre nos non-titulaires, comme on dit, c'est-à-dire nos contractuels, puisque la première délibération ne couvrait que les agents titulaires ou stagiaires. Pas de questions particulières? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour les agents. Nous avons un point aussi sur la rémunération des agents recenseurs. Nous avons une indemnité complémentaire à leur verser et donc nous devons faire une délibération. Donc on vous propose de donner la somme de 150 bruts pour la tournée de reconnaissance à chaque agent recenseur. En fait, dans la délibération que nous avions votée, nous avons bien voté l'heure de travail, nous avons bien voté le tarif pour la formation, mais nous n'avions pas voté le tarif de reconnaissance. C'est-à-dire qu'en fait, les agents recenseurs, une fois qu'ils ont la liste de l'ensemble des maisons qu'ils ont à recenser, doivent aller sur le terrain pour les pointer, pour voir si la liste est bonne, et nous remonter toutes les difficultés. Et tout ce temps de travail-là, en fait, si on ne fait pas une délibération, n'est pas payé. Voilà. Donc on vous propose de faire un forfait à 150 € pour chaque agent recenseur qui fait la tournée de reconnaissance. Des questions par rapport à ça? Moi j'en ai une. Pardon. Est-ce qu'ils doivent rencontrer les citoyens à chaque fois qu'ils vont chez eux? Non. C'est une obligation? Alors, non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, là, la tournée de reconnaissance, ils voient pas les citoyens. Ils reconnaissent en fait les maisons, les rues, etc. Ensuite, ils ont un premier passage où ils mettent un papier dans la boîte aux lettres que vous avez dû recevoir en vous disant que vous devez vous recenser. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ils passent une deuxième fois en fait pour vous donner les codes pour que vous puissiez vous recenser sur Internet. Et à ce moment-là, ils passent et ils essayent de rencontrer les gens. Si ils ne les rencontrent pas, d'accord, les personnes sont censées faire leur recensement sur Internet. Et ensuite...
vous avez un premier document où il n'y avait pas les codes et ensuite vous avez eu un deuxième document où il y avait les codes. Et donc quand ils donnent les codes, s'ils rencontrent les gens, bah, tant mieux. Et s'ils les rencontrent pas, en fait, ils reviennent. Et ensuite, il y a un temps de latence où nous laissons le temps aux habitants de pouvoir saisir sur Internet. Nous avons des retours tous les jours, en fait, des gens qui saisissent. Et donc les agents recenseurs peuvent pointer aussi tous ceux qui ne saisissent pas. Et à ce moment-là, ils repassent une deuxième fois dans toutes les maisons où le recensement n'a pas été fait pour essayer de comprendre pourquoi il n'a pas été fait. Et potentiellement, en effet, à ce moment-là, ils peuvent aider les personnes à faire le recensement. Sachez quand même que le recensement, par définition, est un acte individuel avec des informations personnelles et qu'il est compliqué parfois quand même pour nos agents recenseurs de pouvoir faire la déclaration directement avec les personnes. Donc on essaye de voir aussi avec les enfants, pour les personnes âgées, etc. Mais si vraiment il y a des besoins, on le fait. Mais moi-même, j'ai fait le recensement sur Internet et c'est vrai qu'on vous demande, il y a des questions aujourd'hui qui n'existaient pas dans l'ancien recensement, qui sont questionnantes. Des questions questionnantes. Voilà. Mais en fait, ce sont essentiellement des questions pour des statistiques, c'est-à-dire que derrière, ils vont, grâce à ces informations, pouvoir faire le calcul du nombre de cadres dans la commune, par exemple, le nombre d'ouvriers, etc. C'est pour ça qu'on vous demande les métiers, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qui sont nouvelles et qui permettent de faire des statistiques, mais qui ne sont pas en lien direct avec le recensement. Voilà. Donc je vous propose de passer aux voix ce forfait. Par contre, moi je suis tombé avec un recenseur. Là. Monsieur Tricot, si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entend pas. Le gros souci qu'il avait, il avait les adresses, mais par ordre alphabétique. Il s'est retrouvé dans un endroit, il allait complètement à l'inverse par rapport à l'ordre alphabétique. C'est ça qui était un petit souci pour lui, parce que la petite dame ne la connaissait pas. Sauf que c'est à eux de travailler leur liste, en fait. Nous, on leur donne l'ensemble des listes. Ils ont des cartes ici en mairie. Ils font leur trajet, en fait, pour que ce soit le plus simple possible. Nous, on leur donne, en effet... on est dans l'incapacité aujourd'hui, clairement, de leur donner leur propre trajet. En fait, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc, la petite dame aurait dû faire son trajet avant de venir sur le terrain. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le souci qu'elle avait ça par ordre alphabétique. Bon, si elle était dans un endroit... Elle allait dans un autre, à revenir en arrière, c'est ça justement, parce qu'elle ne connaissait pas du tout le terrain. Donc je te redis, Jean-Paul, ils ont des cartes ici où normalement ils prévoient ils ont les noms, les adresses, ils ont des cartes et normalement derrière ils font leur trajet en fait. Mais là peut-être que la dame elle n'avait pas fait son trajet avant, elle avait juste la liste. Donc oui c'est compliqué si en effet elle n'a pas fait son trajet. Mais je le note et j'en parlerai à la coordinatrice quand même. Moi concrètement je suis venue à un temps de travail avec eux, ils étaient tous ici, ils avaient tous des cartes et ils faisaient tous leur trajet. Voilà. Pour justement, ils n'aient pas à faire à droite, à gauche, etc. Même si, de toute manière, très clairement, lorsqu'ils vont devoir revenir, ils vont bien devoir aller dans plusieurs maisons qui ne sont pas côte à côte, puisqu'il y en a qui auront déclaré sur Internet, d'autres non, etc. Mais c'est un travail important pour nous. Je rappelle que ça permet d'avoir une dotation. Et puis ensuite, c'est un travail assez lourd. C'est ce qu'on pourrait appeler un travail de reconnaissance. C'est ce qu'on peut appeler le travail de reconnaissance. Oui, tout à fait. Ce forfait à 150 €. Oui, c'est ça. Ils sont censés déjà venir dans ta rue pour pointer avant de venir vous rencontrer. Voilà. Tout à fait. Donc je propose de le passer aux voix. Qui est contre cette indemnité? Qui s'abstient? Je vous remercie. En point d'urbanisme, nous sollicitons l'accord du conseil municipal pour l'acquisition d'un bien situé 11 rue de l'image qui manque, cadastré AD 53 d'une superficie de 75 mètres carrés au prix de 16 000 €. Cette parcelle en zone urbaine à vocation mixte, habitat, équipement, activité, est dans le périmètre architecte des bâtiments de France. Pour être très très clair, c'est un habitat qui est dans un virage, place de l'image pour ceux qui connaissent. C'est un habitat où vivait une petite grand-mère qui a été hospitalisée dans un premier temps, qui a été mise sous tutelle. Et aujourd'hui, c'est une maison qui est en très très mauvais état, avec une colonie de pigeons très importante sous la toiture. Et donc, nous avons été contactés par la tutelle, en fait, pour que cette maison, qui n'est pas en capacité d'être vendue à quelqu'un, puisque dans l'état où elle était, que la mairie puisse la récupérer à ce prix-là. L'objectif, une fois acquis, ce sera de réfléchir tous ensemble à ce qu'on en fait, tout en sachant qu'il va falloir réfléchir avec l'architecte des bâtiments de France, etc., puisque vous savez bien qu'on a des critères
de façade important. Mais potentiellement, cette maison pourrait nous permettre d'agrandir le virage qui est assez dangereux quand vous arrivez en fait de l'entrée par la Flèche et que vous arrivez place au Marron et que vous tournez vers ensuite la mairie. Là, on a 2 embranchements qui sont assez dangereux. Donc, comme elle est dans le virage, elle pourrait nous agrandir le virage et avoir une visibilité plus grande. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui, Monsieur Frédon. C'est mieux de réfléchir avant à l'utilisation qu'après l'achat. Oui, Monsieur Frédon. On réfléchira après. Moi, je préfère qu'on réfléchisse avant. Oui, Monsieur Frison, sauf que comme elle est en situation de péril, de toute manière, si on réfléchit trop longtemps, le risque, c'est qu'elle nous tombe dessus. Ça, c'est le premier point et je ne prendrai pas ce risque-là. Et deuxièmement, c'est une situation qui nous est arrivée très récemment, en fait. Ce n'était pas dans les prévisions. Hein. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir une maison en situation de péril aujourd'hui à cet endroit-là. Voilà. Donc, de toute manière, c'est de la sauvegarde aussi de notre secteur. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions? Toute la minorité. Ensuite, nous avons donc la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat et du droit de préemption sur les fonds de commerce, baux commerciaux et baux artisanaux. Je ne vais pas vous lire tout le texte. En fait, l'objectif pour nous, c'est dans le cadre de notre revitalisation et dans le cadre aussi pour garder nos commerces en centre-ville, nous souhaitons renforcer notre droit à préemption sur les commerces du centre-ville. Hein. C'est un secteur très particulier. Dans le cadre de notre mission PVD, mais aussi de l'ORT, hein, de l'opération de revitalisation du territoire, nous souhaitons aujourd'hui renforcer notre droit de préemption sur les locaux commerciaux. Alors, est compris dans ce texte, que c'est un texte légal, les fonds de commerce. L'objectif, c'est pas du tout pour nous, mairie, d'acheter des fonds de commerce. L'objectif pour nous, c'est de nous permettre de pouvoir acheter des locaux commerciaux. Je vous donne un exemple. Un local commercial en centre-ville qui est bien placé, qui nous intéresse. Le propriétaire souhaite demain le transformer en habitation. Voilà. Donc avec un changement de destination, sans cette délibération, nous ne pouvons pas la refuser. Et donc, nous perdons un commerce qui est transformé en habitation. L'idée n'est pas de préempter à chaque fois, mais que nous puissions, nous, en conseil municipal, je puisse vous présenter, par exemple, un local commercial du centre-ville où le propriétaire souhaite le transformer en habitation, qu'on puisse échanger ensemble, savoir si nous souhaitons accorder ce droit ou est-ce que nous souhaitons garder ce local en commercial. Et donc, nous avons un droit de préemption renforcé qui explique que parce que c'est un commerce et parce qu'il est dans la zone du centre-ville, la mairie a le droit de préemption à un coût évidemment déterminé par les domaines et non pas par le vendeur. Voilà. Donc c'est important pour nous, je crois, de renforcer nos actions au sein de la commune, en particulier sur des commerces et des habitats en très mauvais état, par exemple, mais qui permettraient d'installer un commerce plus tard. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Non? Je vous propose de la passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on est bien d'accord ensemble que cette délibération ne permet pas au maire de prendre la décision. Elle permet au conseil municipal de se positionner. Donc cas par cas, nous présenterons, s'il y a l'intérêt, un cas en conseil municipal et nous voterons tous ensemble. Bien, nous avons terminé en tout cas les points. J'avais des informations diverses à vous donner. Avant, nous allons peut-être laisser la parole aux adjoints sur les points qui les concernent. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Monsieur Ami. Deux informations. Le transfert de matériel peu utilisé par les manifestations actuellement au service technique va rejoindre les lots vacants rue des Bichousières, afin d'augmenter de 500 m² la surface louée à Épilogue. Il faut savoir que dans ces locaux, principalement, quand je dis peu utilisés, c'est par exemple, on a les tapis coco, le podium, des choses qui servent très occasionnellement. Donc ça, on va faire ça dans le premier trimestre. Sinon, la rénovation de l'ancienne classe inutilisée à la maison des associations se termine et va trouver preneur avec nos associations. Ça, c'est Laurence qui aurait pu le dire. Ben, vous passez la parole à Madame Utero, du coup. Merci, Monsieur Ami.
Oui, c'est l'association de théâtre Interlude qui va intégrer la maison des associations. Monsieur Champy. Donc pareil, une information, c'est sur l'engazonnement des cimetières. Donc nous allons commencer par une expérience au cimetière 2, nous allons faire 3 allées. Parlez-en autour de vous, parce que ça va être un sujet compliqué, c'est-à-dire que devant les concessions, il ne faut plus qu'il y ait de plantes, il faut qu'elles soient montées sur le monument pour pouvoir semer et tourner devant. Je sais qu'il y aura des problèmes, mais on n'a pas le choix, on n'a plus le droit d'employer de produits phytosanitaires, donc il faut bien qu'on commence. Voilà. Bon, l'objectif pour nous, évidemment, c'est d'avoir des cimetières avec des allées engazonnées qui soient jolies, qui soient propres, qu'on puisse donner un coup de tondeuse rapidement et de pouvoir l'entretenir correctement. Aujourd'hui, on a des chemins ensablés avec des mauvaises herbes qui traînent à droite, à gauche. C'est très compliqué pour l'entretien. Donc, nous allons essayer, en tout cas, sur 3 allées. Mais c'est vrai que M. Champy a raison. Certains, trouvant que le chemin, enfin en tout cas devant leur tombe, était pas très joli, ont creusé en fait ce chemin pour mettre des plantes dedans, voilà, en pleine terre et devant la tombe. Or, ça ne fait pas partie de la concession en fait, c'est le chemin. Donc on va leur demander soit de les remonter, soit si vraiment on trouve que ce sont des jolies fleurs et qu'elles perdurent, de les laisser. Ce sera de la négociation aussi avec l'ensemble des habitants, évidemment. Même certaines concessions, les personnes ont planté des conifères tout autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un emplacement, mais 3. Donc tout ça, il faut mettre que tout le monde soit identique. Oui, puisque tu dis pas, c'est que ces conifères ont monté à 2,50 m, qu'ils ont pris énormément de place, qu'ils ne sont pas entretenus ni taillés et que donc par conséquent, leurs voisins sont bien embêtés avec ces conifères qui maintenant montent sur les tombes voisines. Voilà. Donc on va travailler sur ce sujet. C'est un sujet difficile, hein, puisque c'est un sujet qui touche aux défunts, à nos familles, mais c'est important d'avoir un cimetière qui soit propre, agréable, accueillant et que nous puissions nous promener sur des allées qui soient propres et engazonnées. Je pense que c'est une bonne idée. Alors on va faire un test sur 3 chemins, on va voir comment ça se passe et on vous fera le retour. Monsieur Delaunay. Alors, concernant l'attractivité, ça y est, 2 nouvelles entreprises sont excusez-moi. 2 nouvelles entreprises sont installées depuis le 1er janvier sur la commune nouvelle du Lude. La première société, la société Caroto 72, est installée dans les nouveaux bâtiments économiques boulevard des Tourelles, ou plutôt rue des Cerisiers, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. Cette société est spécialisée dans la vente de voitures d'occasion et principalement de marque allemande. Dans quelques semaines, nous verrons apparaître leur publicité ainsi que les premiers véhicules qui seront en vente devant. La deuxième société, la société Jus Elec, est installée au 41 rue des Taillandiers, zone des Tourelles. Cette entreprise est spécialisée dans les travaux de dépannage et installation, électricité, plomberie, chauffage. Par ailleurs, nous sommes toujours en relation avec plusieurs autres porteurs de projets et pour certains bien avancés pour de futures installations sur notre commune nouvelle. Voilà, je voulais simplement dire qu'on est toutes les semaines, quasiment, interpellés par des porteurs de projets que nous rencontrons. Et par ailleurs, je voulais apporter une précision que tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, qui adressent à nos services pour de différents questionnements et informations concernant leurs projets, sont systématiquement reçus par nous et reçoivent toujours des réponses de notre part. Aucun dossier n'est laissé sans suite. Concernant le tourisme, nous sommes déjà début février et nous commençons sérieusement à préparer notre saison pour une ouverture le 1er avril, avec l'objectif de faire encore mieux que 2022. Et nous sommes en recrutement aussi d'un agent d'accueil. Merci, Monsieur Delaunay. Je vais faire une information pour la culture de la part de Jean. Il voulait vous faire un retour sur l'année 2022. Donc, nous avons au cinéma, nous avons projeté 125 films, dont 4321 spectateurs au total. Donc, à noter que 4 films ont eu de bons résultats. Les Baudins, 568 spectateurs. Mes très chers enfants, 159 spectateurs. La maison de retraite,
avec 231 spectateurs. Une belle course, 234 spectateurs par exemple. Le programme Graines d'Images Junior a comptabilisé plus de 25 projections et 453 spectateurs. En culturel, nous avons eu des représentations, 717 spectateurs, avec depuis septembre la mise en place des abonnements. Nous avons à ce jour souscrit 104 abonnements, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En janvier 2023, nous avons eu 10 projections et 366 spectateurs. Avec les jeunes musiciens de France en culture, on a eu Qu'est-ce qu'on danse? On a eu 213 élèves présents en journée et 59 spectateurs le soir. La folle journée du 29 janvier, plus de 100 personnes étaient présentes au concert et 24 à la microfolie. C'était hier. Jean va très vite dans les remontées de chiffres. La nuit de la lecture a eu malheureusement peu de participants. J'espère que l'année prochaine, nous aurons plus de participants à cette belle nuit de la lecture qui est un beau moment. La microfolie, toutes les classes du LUD et de lycée de la petite section au CM2 ont participé à une première animation sur le thème des couleurs. Pour ceux qui vont d'ailleurs à la microfolie, c'est affiché sur le mur, tous les dessins. C'est plein de couleurs. Le Café Musée a lieu tous les premiers vendredis du mois avec une vingtaine de personnes assidues. Et le 3 février, je vous donne rendez-vous donc au 3 février pour le prochain, ce sera Sésame et son temps. Le 3 mars, ce sera Velázquez et le 7 avril, ce sera Vermeer, donc des peintres. Les événements à venir, donc vous dire que du 26 janvier au 15 février, nous avons Malice au pays grâce au PETR Pays Vallée du Loir avec 4 représentations. Le 31 janvier et le 3 février en scolaire, le 14 février avec 2 films et le 15 février avec Musée Malice. Le 14 février, une séance de cinéma le jour de la Saint-Valentin. Je passe un message. Avec une rose offerte pour les premières spectatrices. Et oui, ce sont pour les femmes, pour le film Stella est amoureuse, au tarif habituel de cinéma. Donc n'hésitez pas, venez, vous aurez une belle petite rose. On a une séance de cinéma senior le 8 février, c'est Cœur de rocker. Et le dimanche 12 mars, nous avons le spectacle Bal et Masque. À titre d'information pour la partie anciens combattants, le congrès départemental de la Sarthe aura lieu au LUD cette année, le 1er octobre 2023, avec environ 400 personnes et une centaine de drapeaux attendus. Donc on aura une manifestation dans les rues, bien évidemment, une cérémonie et puis ensuite le congrès. Et nous allons travailler donc sur cette rencontre. Je voulais, moi, vous dire que nous avons donc signé le devis et l'appel d'offres, enfin l'appel d'offres, parce que ce n'est pas un devis, nous avons signé l'appel d'offres pour le paddle. Donc le paddle va bientôt sortir de terre et nous aurons bientôt des travaux à côté des gymnases et à côté du terrain de foot. Voilà. Vous dire aussi que je tiens à féliciter encore une fois tous les porteurs de projets, les nouveaux porteurs de projets qui investissent au LUD, et ils sont nombreux. Je donne l'exemple, vous avez dû tous le voir, du jeune couple qui a repris l'auberge alsacienne et qui est en train de faire ses travaux extérieurs. Je pense que tout le monde l'a vu en passant, vu le piquetage de la façade. Et ils sont aussi en train de faire la rénovation intérieure avec vraiment du moderne, des couleurs. Ça va être vraiment très très chouette. Donc je les remercie. Et puis je remercie aussi Madame Desobio et Monsieur Griot qui ont, Monsieur Griot da Canchichiao, pas facile pour moi, qui ont racheté le Café du Nord et qui sont en train aussi de le rénover afin d'en faire un restaurant portugais et un accueil pour les routiers avec douche en bon état, avec un accueil vraiment sympathique pour les routiers. Et donc je les remercie aussi de tous les travaux qu'ils font en ce moment. Nous aurons l'occasion à la fin des travaux de pouvoir y aller ensemble, y manger pour ceux qui le souhaitent. Nous avons quand même pas mal de porteurs de projets aujourd'hui qui rachètent et qui s'installent au LUD, et donc je les remercie. Ça montre aussi toute la vitalité et l'attractivité de notre territoire. Et finalement, de nous tous, hein, nous conseillers municipaux qui aujourd'hui validons beaucoup de projets pour l'attractivité du territoire, eh bien, on en a les fruits lorsqu'on a des investisseurs qui viennent et qui mettent aussi beaucoup d'argent hein, dans l'achat de ces commerces et dans la nouvelle attractivité du LUD. Je voulais aussi vous informer, donc, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'infirmière et l'ostéopathe se sont installés donc place du Champ de Foire, et donc ça va permettre aux propriétaires du pub Rose & Crow de pouvoir faire ses travaux. La vente est prévue du bâtiment communal aux porteurs de projet du pub Rose & Crow dans 15 jours. Je voulais aussi vous faire un petit bilan
parce que je trouvais intéressant que vous ayez cette information, parce qu'on n'a pas toujours cette information, mais je souhaite vous la donner. Sachez que j'ai fait un comparatif en 2021, sortie du Covid, hein, bien évidemment. Nous avons délivré 18 permis de construire au LUD, ce qui est beaucoup. D'ailleurs, en 2022, nous en avons distribué que 8, ce qui est plutôt une moyenne normale pour la commune du LUD. On est plutôt autour de 8-10. 18 était énorme en 2021. Sachez aussi que nous avons en 2021 eu 81 déclarations préalables. Ce sont des déclarations pour faire des travaux dans leur maison. Les gens, quand ils font des travaux, ils font des déclarations. Donc 81 en 2021 et 82 en 2022. Ce qui montre quand même un certain dynamisme aussi de nos propriétaires. Les déclarations d'intention d'aliéner, qu'est-ce que c'est les DIA? Ce sont en fait les ventes. À chaque fois qu'il y a une vente, nous avons un DIA qui arrive, une DIA qui arrive en mairie. Il y en a eu 89 en 2021 et il y en a eu 98 en 2022. Donc le dynamisme des ventes sur la ville du LUD ne se dément pas et continue à s'accélérer. Et d'ailleurs, pour vous montrer quand même l'impact aussi de ces nombreuses ventes et de l'attractivité de la commune, sachez que le prix moyen des biens en 2021 était de 76 903, ce qui est déjà quand même une belle somme, et qu'en 2022, la moyenne des biens est passée à 92 035. Donc nous avons une augmentation des prix de l'immobilier sur le LUD évidente. Je trouvais intéressant de pouvoir vous donner ces chiffres. Voilà. Du coup, comme j'ai fini, on va pouvoir passer aux questions de la minorité. Monsieur Frison. Il semble y avoir une inquiétude liée au risque de fermeture d'une classe en maternelle à l'école Brassens. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? De plus, pensez-vous que l'arrivée de la nouvelle gendarmerie permettrait l'arrivée de nouveaux Ludois qui pourraient venir compléter la population scolaire? Merci. Alors, je ne sais pas qui vous a donné les informations, parce qu'en fait, la fermeture de classe, elle est à l'école élémentaire, Brassens, pas du tout à la maternelle. Il n'y a pas d'inquiétude sur la maternelle. Et il y a eu en effet une inquiétude lors de la remontée des effectifs. L'inspection académique avait soumis l'idée, en effet, de fermer une classe. Suite à cette annonce, et M. Landel, le directeur, évidemment, est venu me voir, nous avons reçu l'inspectrice du primaire en mairie. Nous l'avons reçu sur ce sujet. Je lui ai remis un courrier en mon nom et en nom du conseil municipal indiquant que nous étions contre cette fermeture et que nous ne l'aurions pas acceptée. Ensuite, nous avons été, on va dire, invités à une visio avec le directeur académique. Voilà. Sur ce sujet, et donc à la fin de cette visio, le directeur académique nous a bien confirmé qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe au LUD. Voilà. Quant à votre dernière question, je n'ai pas de boule de cristal, donc je suis incapable de savoir, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des arguments que j'ai portés auprès du directeur académique, de dire qu'en effet, l'arrivée de 19 gendarmes, dont 17, parce qu'il y a 2 stagiaires hein, qui sont plutôt jeunes, mais 17 gendarmes potentiellement avec leurs familles et leurs enfants, pourraient en effet nous apporter des écoliers supplémentaires. Mais je ne suis pas capable de vous répondre à ce sujet aujourd'hui. Vivement que nous sachions qui arrive dans les maisons, mais pour l'instant, je n'ai pas cette information. La date d'arrivée des enfants ou la date d'arrivée des gendarmes? Normalement, donc c'était prévu fin 2023. Moi, je dis toujours que début 2024, ce sera bon. Voilà. Début 2024, bah, ce sera en milieu de rentrée. Voilà. Alors, les enfants, ils peuvent arriver en juillet, mais s'ils ne peuvent pas rentrer pour s'installer avec leur famille dans les bâtiments de la gendarmerie, ça va être compliqué. Mais, mais oui, mais non, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'à partir du moment où les familles vont arriver en janvier 2024, on s'attend à des inscriptions en janvier 2024. Donc, ils vont bien être comptabilisés dans l'année scolaire, mais pas à la rentrée. Nous avons de nombreux retours de Ludois qui ne comprennent pas la différence entre le coût du repas et du colis de Noël. Il y aura certainement plus de convives l'an prochain, mais les personnes qui ne peuvent ou ne veulent participer au repas n'ont-elles pas le droit d'avoir un colis d'une valeur équivalente? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, je tiens à signaler que ça fait des années que je propose le repas et que la municipalité n'a jamais validé ce repas ces dernières années et que nous avons beaucoup travaillé avec Céline et que cette année, nous avons réussi à mettre en place le repas. Le
coût des colis est un coût annuel qui a été validé en commission sociale et solidarité depuis des années. Voilà. Et donc ce coût est toujours le même. Sur le coût du repas, si on prend le coût du repas mangé, nous sommes à peu près dans les mêmes eaux qu'un colis. Excusez-moi, il a combien le colis? Parce que vraiment, Céline, tu peux donner? Personne seule, 12 €. Et le repas? Le repas, il y revenait à 16,50 par personne. Donc on avait 4 € d'écart. La différence qu'il peut y avoir, parce qu'il faut être réaliste, hein, la différence qu'il peut y avoir, c'est que nous avons eu, en termes de charges, nous avons eu l'animation en plus. D'accord? Mais l'animation, elle fait partie aussi de l'animation normale qu'une municipalité met en place. Donc il n'y a pas de difficulté, c'était pas en lien. Donc il y a 4 € d'écart. Ces 4 €, moi je les assume complètement. D'abord parce que nous avons voulu tester cette année les repas. Si ça n'avait pas fonctionné, de toute manière on serait resté au colis. Et que l'année prochaine, vu le succès de ce repas et le nombre de personnes qui nous disent qu'ils seront là l'année prochaine, ils profiteront en effet de ce repas plus élevé. Les colis sont pour les personnes qui, et je reprends votre question, je ne vais pas être sympathique peut-être, mais les colis sont ceux qui ne peuvent pas venir. Oui. Pas qui ne veulent pas venir, qui ne peuvent pas venir, les colis seront toujours distribués. Qu'on revoie à la hausse ou pas les colis, on verra. Ça, c'est une question aussi qui est à débattre en commission sociale et solidarité. Par contre, à partir du moment où on offre la possibilité à nos personnes âgées d'avoir un moment convivial, un repas, une animation, etc., et qu'ils font le choix de ne pas venir... Oui, moi, je parle pour les personnes qui ne peuvent pas. C'est différent. Voilà, pouvoir et vouloir. Boutou, vous avez dit ceux qui peuvent pas et ceux qui veulent pas. Oui, on a mis entre, oui, ils peuvent et ne veulent, mais... Voilà. Ceux qui veulent pas, je veux dire, à partir du moment où on leur offre, ils ne peuvent pas nous dire que c'est pas bien parce qu'ils n'ont pas eu, puisqu'ils veulent pas. Ceux qui peuvent pas, c'est-à-dire les personnes qui peuvent pas se déplacer, aujourd'hui, nous mettons en place des minibus, etc., pour pouvoir les faire venir. Donc, potentiellement, toute personne peut venir au repas. Voilà. Et ceux qui sont vraiment dans l'empêchement, nous continuerons toujours d'avoir des colis et, encore une fois, pourquoi pas, équilibrés. Mais à l'heure actuelle, sur cette phase d'expérimentation, nous n'étions pas du tout sûrs, en fait, que ça allait continuer. Il fallait savoir si le repas fonctionnait bien. Donc on verra l'année prochaine le nombre de personnes qui veulent venir au repas et nous verrons à peu près comment on fera. Après, c'est 4 € d'écart. Donc ça veut dire en gros 4 bons d'1 € en plus. Voilà, c'est tout. Hein. Tout à fait. C'est tout. Et ça ne vaut pas le repas dansant que nous avons fait. Puis je dis, il y a des personnes qui ne peuvent pas, mais aussi ne veulent pas parce qu'elles ne veulent pas se mêler à... C'est compliqué aussi, hein, ça peut être très... Après, le colis aux personnes âgées n'est pas une obligation municipale non plus. Hein. Vous avez certaines communes aujourd'hui où vous avez un repas et point. Et nous, on trouve important de pouvoir continuer oui, il y a des communes où il n'y a rien du tout, mais nous, on trouve important de continuer, de proposer un repas et puis des colis aussi à ceux qui ne peuvent pas venir, en effet, qui ont un problème de santé, par exemple, qui peuvent pas se déplacer. Enfin, il y a plein de raisons qui font que des personnes âgées ne peuvent pas venir et on peut tout à fait le comprendre. Donc, après, équilibrer entre le colis et le repas pour l'année prochaine, on y va y réfléchir. Je suis pas fermée à ça, en tout cas. Bah, moi, je trouve ça très bien. Mais par contre, si on se retrouve avec 400 personnes, fait comment? Vous savez, je l'ai mis. Non, parce qu'elle est passée loin, c'est pour ça. S'il y a 400 personnes de présents, il faudra faire sur 2 fois. Non. Non, non, on est en train de travailler, on vous annoncera comment on va faire, mais pour l'instant, on est en plein travail. Mais non, non, jusqu'à 600 personnes, j'ai aucun problème pour les recevoir. Qu'il soit 600, je rappelle qu'il y a 1100 colis de distribués sur la commune. À titre d'information, parce que c'est peut-être important quand même, c'est que, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Lorsqu'on reçoit un colis, donc là, Céline, on est d'accord, c'est à 12 €. Le colis par personne. 12 € par personne. Donc quand vous êtes un couple, ça veut dire 24 €. D'accord ? 12 € par 1100 €, faites le calcul du budget que ça fait pour la commune. Donc quand j'entends certaines personnes qui me disent que le colis n'est pas bien, je leur propose de ne pas le prendre. Cette somme de 12 € qui est donnée gratuitement aux personnes pour leur faire plaisir, si ça ne fait pas plaisir de recevoir ce colis, il ne faut pas le prendre. Cet argent, on peut le mettre dans autre chose. C'est très important quand même de le dire. Moi, je tiens quand même à préciser pour toutes les personnes là, parce que j'ai entendu des choses quand même qui m'ont un petit peu surprise et touchée. Vous savez, pour préparer un colis, alors certains élus le savent, mais pas tous. Pour préparer un colis, d'abord, les élus vont rechercher
ce qu'on va mettre dans le colis. Ils vont chercher des fournisseurs, etc. Ça leur prend beaucoup de temps. Ensuite, on réfléchit sous quelle forme on va donner le colis. Un sac. Là, cette année, par exemple, ils ont fait des paquets cadeaux. Donc, ils vont passer au moins 3 jours, tous ensemble, dans une salle, enfermés, à faire tous les paquets cadeaux. 1100 paquets cadeaux. Ils vont faire tous les paquets cadeaux, ils vont tout lister, ils vont noter les noms des personnes pour être sûr qu'elles soient là, etc. Ah oui, quelques petites erreurs arrivent, certes, c'est tout à fait normal sur 1100 noms. Parce qu'on a des personnes parfois qui déménagent et qui ne nous préviennent pas, des personnes qui partent et qui ne nous préviennent pas, etc. Et donc oui, ça peut arriver. Moi-même, j'ai livré des colis avec des personnes en face de moi qui avaient 30 ans. J'ai bien compris que ce n'étaient pas les bonnes. Voilà. Mais eux, bizarrement, à 30 ans, ils auraient été très contents d'avoir le colis. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai aussi livré des colis à des gens qui m'ont mal reçu. Pourtant, nous avons passé 3 jours à faire les colis, nous avons livré toutes les personnes, il faisait très froid, nous étions avec les conseils municipaux jeunes, avec des petits qui étaient avec nous, des jeunes qui ont passé du temps avec nous pour livrer les colis, et certains nous ont mal reçus. Et moi, je dis que quand on est mal reçu, on ne prend pas le colis. Et on se raye de la liste à ce moment-là si on ne veut pas le colis. Mais sachez quand même, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que le temps passé pour ces colis est important. Il y a le coût financier du colis, mais il y a aussi le temps d'heures passées, que ce soit nos agents ou nos élus. Et je trouve que c'est toujours quand même compliqué à comprendre quand on offre quelque chose à quelqu'un, puisque c'est offrir. La municipalité n'a aucune obligation de donner ses colis. On offre à quelqu'un et on est mal reçu. C'est quand même questionnant quand on offre des choses à quelqu'un. Voilà. On a offert des chocolats. Eh bien, même les chocolats n'ont pas été bien reçus. Donc, c'est surprenant. Maintenant, avec Céline, malgré tout ça, malgré le nombre de personnes qui parfois ne viennent pas chercher les colis non plus alors qu'ils ne sont pas chez eux, etc., nous avons décidé de continuer parce qu'il est important pour nous, la municipalité, d'offrir des cadeaux. Et pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que 97% des personnes à qui nous avons livré des colis en étaient très contents et nous ont remerciés. Seuls 3% ont été mécontents. Donc voilà. Et sur toutes les personnes qui sont venues au repas, 100% étaient contents. Donc globalement, si on fait notre calcul, on se dit que cette action, elle est bienvenue et il faut la continuer, malgré le coût. Faites le calcul vous-même. Aujourd'hui, 160 personnes à 16 € le repas, plus tous les autres colis. Donc on a fait plus de 1000 colis du coup à 12 €. Faites le calcul sur le budget municipal. C'est quand même un acte important pour nous, aussi pour du lien avec les personnes âgées. Donc je remercie toute la commission santé et solidarité. Et malgré ce qu'on peut entendre ici et là parfois, je les soutiens toujours beaucoup parce que c'est important aujourd'hui de prendre soin de nos personnes âgées. Nous avions une question sur les locaux économiques, mais M. Delaunay y a répondu en partie. Il y a juste une partie de la question, c'est la question des clôtures dont il avait, la question des clôtures dont il avait été question en conseil, qui semblait être une nécessité pour que les gens soient comment dire, tranquilles. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Tout à fait. Les clôtures sont en état de devis. On attend les devis et on y travaille. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté avec nos artisans. Vous savez qu'une collectivité ne peut pas accepter un devis. Nous sommes obligés d'avoir au moins 2 à 3 devis, donc 3 entreprises qui se positionnent sur le même travail. Et donc, en gros, nous avons un devis pour le moment. On attend un deuxième pour pouvoir faire un choix légal, en fait, puisqu'on ne peut pas sélectionner sur un seul devis. Sur le reste de votre question, Monsieur Frison, quand même, j'aurais voulu avoir quelques informations sur le fameux candidat. Pas plus. Pardon, je n'en sais pas plus. D'accord. À titre d'information, parce que je n'ai rien à cacher, on a eu un premier candidat qui a souhaité louer le bâtiment, je ne sais pas si c'est celui-là. Ce n'est pas M. Delaunay qui a refusé, c'est moi qui ai refusé, puisque nous avons été alertés par la gendarmerie que ce monsieur avait un dossier long comme le bras de non-paiement de loyer dans différentes structures municipales et privées sur l'ensemble de la région Pays de Loire. Donc nous n'avons pas pris le risque de faire partie de ce dossier. Puis vous l'aviez déjà évoqué en conseil. Par contre, pour les questions des clôtures, ça ne retarde pas l'arrivée de celui qui veut arrêter les voitures, là, et ça va aller? Ça ne retarde pas son arrivée? Non, son arrivée est faite.
Il est déjà dans les locaux, il est en train de travailler à l'intérieur pour préparer son aménagement. Et je vous dis, d'ici quelques semaines, vous allez voir sa devanture se mettre en place, et puis ses véhicules aussi. C'est pas un frein pour lui pour le moment, mais en effet, il demande à ce que ce soit fait, donc ça va être fait. Non, le bail est signé, il a ses clés. Il est chez lui. D'accord, merci. Dernière question, pouvez-vous nous expliquer qui aurait la charge financière de la viabilisation, route et réseau, du nouveau quartier que vous prévoyez de créer sur le site Candia? Écoutez, Monsieur Frison, c'est un nouveau quartier de la ville, donc c'est la commune. Je n'ai pas d'autres questions. Hein. Ce sera un nouveau quartier, donc ce seront des chemins et des routes communales. Donc ce sera la viabilisation et tout sera à la charge de la commune, comme partout dans la commune en fait. Voilà. Donc ça m'inquiète. Monsieur Frison, juste à titre d'information, nous avons fait voter, il y a combien de temps? Il y a peut-être 6 mois ou 7 mois, la reprise de toute la voirie de Sarthe Habitat dans le quartier, et ça ne vous a pas inquiété, et pourtant les charges financières seront les mêmes. Pas d'autres questions? Écoutez, je clôt ce conseil municipal. Merci beaucoup et encore bienvenue Philippe.